Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier avec Mathieu Vincent, fondateur et CEO de Summit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo d'hier, je me ferai un plaisir de les partager à l'ensemble des équipes de Summit. On va parler Bitcoin, aujourd'hui on va parler Ethereum, aujourd'hui on va parler d'une intense prolongation, on va parler anticipation et potentiellement des points d'entrée quasi parfaits, notamment sur Bitcoin, sur des timeframes un peu plus élevés que nous avons l'habitude de les regarder, notamment en weekly, et en mensuel. Cette fois-ci, on commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Score des rois du marché. Merci Marstouf. Par rapport à ces petites poches de liquidité, toujours se trouvant aux alentours des 38 000 $, on a eu l'impression que hier on était parti la chercher. En tout cas, elle s'est fortement amenuisée. Il y avait une jolie cluster de liquidité ici. Je vais même laisser glisser un petit ordre short aux alentours des 38 100 $. Il n'a pas été pris. Ça aurait été rigolo de le prendre celui-là en contre-tendance, mais il ne se passe généralement règlement rien en fait le week-end, et généralement on remet les pendules à l'heure le lundi, même si c'est plutôt propice au marché financier le lundi. On va le regarder avec une magnifique news d'un tweetoast et je me ferai un plaisir de vous la partager également. Sinon, rien de plus à dire, hormis que pas mal de retail recommence ici à proposer un petit peu de demande, donc c'est plutôt positif à observer. Les Wells maintiennent toujours ce marché jusqu'à temps qu'elle décide de vendre, et à ce moment-là, il faudra accrocher sa ceinture. On ira chercher de la liquidité comme on l'a fait il y a 48 heures de cela, avec un peu plus de 152 millions de dollars de liquidation longue sur le marché des bitcoins. Ça fait un petit peu mal à pas mal de personnes, un petit peu trop exposées sur des leviers x100, x50. Faites attention à ça, bien évidemment, pour se retrouver au même niveau qu'on l'avait terminé. Est-ce que ça va continuer à pousser, oui ou non? On va parler de cette anticipation, toujours pareil au niveau des ETF Bitcoin Spot, et je vais vous mettre dans une situation psychologique, peut-être que vous n'avez pas l'habitude d'entendre, et je pense que ça peut être super intéressant d'en discuter avec vous. Bon, on va commencer avec Ethereum, on va pas commencer avec Bitcoin. On dit c'est un grand fourre-tout et machin. Hermès, qu'est-ce que tu es en train de nous faire avec du bleu, du jaune, du vert, du rouge? En fait, tout a un sens là-dedans. Bon, il y a beaucoup de personnes qui utilisent au sein de range des para-range. Ce sont des parallèles, des lignes de tendance, si vous voulez. On ne l'utilise pas en logarithmique, on l'utilise donc en linéaire ici. Et effectivement, on a bien l'impression que ça commence à taponner ici, tapoter tout doucement sur ces para-range par rapport à ce range précédent. Si on réintègre le range précédent, c'est plutôt positif. Nous aurons deux objectifs de prix, ici aux alentours des 2300 $, ici aux alentours des 2500 $. Beaucoup de l'attente, prenez des profits lorsqu'ils se présentent. Nous sommes actuellement, où ça? Au-dessus d'un range assez important d'ailleurs, qui se trouve actuellement juste ici. Tout ça, c'est un énorme range. On va le mettre en bleu très foncé. Et en fait, on est en train de travailler le haut du range. Pour aller chercher quoi? Un bas de range. Les bas de range sont généralement délimités par des premiers arrêts de tout le précédent mouvement qui sont actuellement juste ici. Et on l'a bien vu que ça avait commencé à travailler. On est parti chercher quelques personnes un tout petit peu trop motivées sur des leviers d'achat pour juste aller chercher la liquidité, puis éventuellement aller la repousser. Bon voilà, vous avez un range ici entre les 1600 $ et les 2200 $. Tant que celui-ci n'est pas résolu, il est très probable qu'on aille chercher en bas du range, puisqu'on est toujours dans un range actuellement, même si Bitcoin tente à nous donner la direction. Je rappelle des principes fondamentaux. Vous, traders et swing traders, plutôt sur des time frames en 4 heures, daily et pourquoi pas weekly. On prend des profits sur des trendlines haussières et on prend des positions longues sur des trendlines baissières. Donc trendline haussière, TP. Trendline haussière, TP middle range. Ici au niveau du biseau ascendant. TP au niveau de ce magnifique par range juste là. TP aux alentours de 2500 $, et le dernier se trouve beaucoup plus haut ou peut-être un peu plus bas, je ne sais plus, je l'avais tracé il y a quelques temps, mais c'est pas très grave. Grosso modo, après vous arrivez dans une zone de rechargement de vente logique, hedging obligatoire juste ici, et premier arrêt de tout le précédent mouvement aux alentours des 2300 $. Vous avez compris qu'il y avait des résistances physiques et dynamiques qui sont en train de se positionner, et qui se sont positionnés il y a plusieurs mois maintenant, semaines, voire mois maintenant, et il faudra donc prendre des TP sur ces zones de valorisation. Je parle ici bien évidemment aux traders et absolument pas aux investisseurs. Investisseur, parce qu'on me pose souvent la question, oui, moi je suis investisseur, j'ai pris 30%, je vais pas commencer à vendre maintenant, j'ai pas galéré pendant 2 ans. Vous avez raison, je vous donne le premier play en tant qu'investisseur, c'est 110% si vous voulez sécuriser votre position. Personnellement, je le fais, et sinon c'est ici, entre les 618 et les 786 de tout le précédent mouvement, sur un démarrage de nouveau cycle, mais on y est relativement loin, entre les 8600 $ et les 10 000 $ pour Bitcoin, et c'est très, très clairement et très précisément ce que je vise au minimum d'ici septembre 2025 personnellement. Maintenant, si vous voulez jouer des plays plutôt trader, on va donc chercher ici des trendlines baissières. Vous en avez plusieurs des trendlines baissières.
celle-ci, en jaune première trendline baissière, avec des confluences sur des trendlines haussières. Dès lors, les vendeurs à découvert prendront des take profits sur des trendlines baissières et des trendlines haussières, mais descendantes à ce moment-là. Donc juste ici aux alentours des 1600$, vous avez l'autre juste là aux alentours des 1450$ et vous avez un magnifique point pivot, si vous voulez, aux alentours des 1280$, qui correspondait tout simplement au wake-up check de tous ces précédents W Weekly. Ici, on peut venir aller les chercher. C'est exactement ce qu'on avait fait précédemment. Et dans le passé, si on revenait en 2019, c'est clairement ce qu'on était parti chercher. Alors que l'émotion était palpable, on parlait ici de Libra, Diem, notamment de la crypto de Facebook, qui pouvait potentiellement nous catapulter Bitcoin dans la stratosphère. Finalement, il n'en était rien. Et puis, on est parti rechercher ces points ici de longue ou des points d'investissement qui sont très précieux et qu'il faut jouer, quelles que soient les news que vous pouvez entendre au par-delà les différents médias, tout simplement. J'espère que je vous aide en vous disant ça. Comme ça permet tout simplement de bien revalider, si vous voulez, un éventail de droite, de trendline, de biseau ascendant, de biseau descendant. D'ailleurs, en parlant de biseau descendant, on en voit un juste là, je vais vous le copier parce que je l'ai sous les yeux. Regardez, à mon avis, ça va pile tomber dessus. Je sais pas pourquoi, mais à mon avis, ça va pile tomber là. Voilà, vous voyez, c'est juste formidable. Ici, 1 point, 2 points, 3 points ici, breakout, potentiellement AB égale CD. Donc on peut continuer à aller chercher plus. Pour l'instant, aucun signe de top sur Ethereum, je le précise bien. On attendra donc des réintégrations. Si on réintègre sous les 1900$, 1850$, possiblement aller chercher le bas du canal descendant aux alentours des 1400$ et on retrouverait potentiellement des points d'entrée quasi parfaits. Ça, c'est côté Ethereum sur du plus court terme. On va passer à Bitcoin parce qu'on voit des choses extrêmement pertinentes. Je le regarde très souvent pour des points d'entrée, un petit peu dans la même dynamique si vous voulez au niveau d'Ethereum, toujours sur des trendlines baissières, et on peut utiliser d'autres indicateurs, notamment des power range, notamment les bornes de Bollinger. Je les utilise et je les apprécie particulièrement. Première chose, magnifique confluence qu'on observe ce matin, ce jeudi matin, ici au niveau de la neutralité des bornes de Bollinger, exactement sur les 29 500$ et qui est exactement une confluence sur notre power range au niveau du middle range ici de notre canal ascendant. Ici, deuxième confluence, c'est au niveau de notre bande de Bollinger basse sur notre trendline basse par rapport à des power range. Il est très probable qu'on vienne les chercher. Tôt ou tard, on viendra très probablement chercher cette ligne de tendance. Donc, vous pouvez la tirer très loin, celle-ci, si vous voulez. Mais il est fort probable qu'on aille la chercher tôt ou tard. Voilà, donc vous pouvez aller la chercher très très loin. Et on finira à un moment donné par la taper, cette magnifique trendline. Donc, pour l'instant, il n'en est rien. Mais clairement, ce sera une trendline à jouer, si vous voulez. Ah, j'arrive pas à l'enlever. Donc je vais juste l'enlever ici. Je ne pouvais pas faire un contrôle Z. Et bah ce sera pris comme ça. Formidable. Voilà, donc vous avez deux jolis points d'entrée. Le premier ici, 29 600$ et le deuxième qui viendrait chercher toute la liquidité entre les ici 24 600$ et potentiellement les 20 000$. Et ça nous comblerait aussi des gaps pour aller chercher un point d'émotivité, d'aller nous pousser dans nos retranchements. Ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas dit, mais il faut qu'on se le dise régulièrement. C'est ici c'est boule, ici c'est ber, et c'est peut-être le meilleur moment pour éventuellement prendre des positions acheteuses d'investisseurs, voire traders contre tendance ici, puisqu'on aura très probablement fait des choses comme ça et on dira mais c'est baissier, Bitcoin c'est baissier, et en attendant une petite structure, une réintégration, une petite structure en W, et puis derrière on peut repartir très fort, très loin, et on sera à ce moment-là peut-être juste après la living, et c'est clairement ce qu'il faudra jouer, en tout cas c'est personnellement ce que je vise, tout simplement. Dès lors, la question à se poser, on est en train de travailler ce premier arrêt, juste là, on fait des confirmations, une acceptation, on attend cette bougie d'acceptation, juste là. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher les dernières poches de liquidité? C'est complètement possible. Ne nous y trompons pas. On l'a donc breakout. Si on breakout, on vient chercher le haut du canal, bas du canal, et on peut aller chercher des extensions au niveau des canaux pour nous chercher une poche de liquidité complètement logique qui se trouve actuellement aux 48 000$. On en a parlé très souvent, on parlait des 39 000$, on parle des 48 000$, et c'est les dernières poches de liquidité qui se trouvent actuellement sur ce marché. Il faudra très probablement une acceptation d'un ETF pour pouvoir les visiter. Maintenant, je vous mets dans une situation un petit peu psychologique juste avant de passer en mensuel sur ces bornes de Bollinger, puisque vous avez exactement la même confluence ici par rapport à la moyenne mobile 20 périodes en trimestriel, et ici la moyenne donc 20 en mensuel, qui est aussi la neutralité au niveau des bornes de Bollinger, le consensus qui se trouve actuellement sur les 26 000$. Vous voyez, on pourrait aller chercher
un magnifique play de la bougie de clôture rouge à l'origine de la hausse. C'est juste formidable d'aller chercher ce type de point-là. Donc grosso modo, vous avez une magnifique entrée là-dedans, quoi. Je le fais à peu près là-dedans. Donc c'est vraiment ça qu'il faudra viser. Et on pourrait y aller tôt ou tard. D'accord, on peut très bien aller chercher la liquidité, revenir aller chercher cette magnifique bande range, puis après ça va commencer à se grinder. Ici, ça va continuer à monter, puis on essaiera de trouver sur cette magnifique trendline haussière de tout le précédent mouvement pour aller la chercher. Ce sera clairement une magnifique résistance et considérée pour tous les shorters ou les vendeurs à découvert comme des TP obligatoires. Ok, bon, ça c'est dit, ce n'est plus à dire. Psychologiquement, on se retrouve dans une situation assez complexe et je trouve ça très pertinent en parlant d'intense prolongation ou potentiellement d'anticipation. On est bien d'accord que ce sont les ETF Bitcoin Spot, BlackRock, Fidelity, ARK Invest et bien d'autres encore. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de vous trouver actuellement comme dans un grand match, si vous voulez, où l'équipe Bull est en train de mener 3-1 et l'équipe Bear est en train de se faire extrêmement malmener, mais on sait que la fin du match n'a pas sonné. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas encore les échéances, on n'a pas encore la validation. Il n'y a pas le coup de sifflet final. Le coup de sifflet final, ce sera ni plus ni moins que l'acceptation des ETF Bitcoin. Maintenant, si on commence et on continue un petit peu à ranger, si on continue à aller chercher nos émotions, on peut partir du principe que ici, les bears, ils ont remis un but. Et on passe à 3-1, toujours haussier, dans une tendance toujours haussière, avec des creux toujours plus hauts que les précédents et des bas toujours plus hauts que les précédents. Et si on revient chercher éventuellement une espèce de structure un peu en M-top, en mensuel ici, voire en weekly, à minima, pour aller chercher c'est peut-être l'égalisation, c'est 3-3. Et là, on se retrouvera ici, et comme je vous l'ai dit juste précédemment, c'est bear. Et les bears, ils viennent d'égaliser, donc c'est plutôt bear maintenant, on va peut-être jouer les prolongations, et pourquoi pas les tirs au but derrière. Mais qu'est-ce qui donne le coup de sifflet final ? C'est de l'acceptation ou la non-acceptation au niveau des ETF Bitcoin. Maintenant que vous êtes, en fait, et replongez-vous un petit peu dans la Coupe du Monde 2022, contre l'Argentine. Le coup de sifflet final vient de retentir. On sait qui a gagné, c'est l'Argentine. La France aurait pu gagner. Qu'est-ce qui se passe le lendemain ? Qu'est-ce qui se passe le surlendemain du coup de sifflet final ? Est-ce que vous n'avez pas une descente fulgurante de l'adrénaline ? Vous n'avez pas une descente fulgurante, une acceptation, une forme peut-être de culpabilité pour certains, une forme de joie extrêmement intense pour d'autres, mais cette joie n'est plus aussi palpable et aussi prenante que vous l'aviez eue lors du coup de sifflet final. C'est exactement ce qui se passe en réalité sur les marchés financiers d'un point de vue psychologique. On va à l'acceptation des ETF faire littéralement retomber le soufflet. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans ces situations, des fractales ou des mécaniques, comme quoi, généralement, la news est vendue. Donc oui, les boules ont gagné, formidable, et c'est à ce moment-là où il y a une retombée au niveau du soufflet, les structures sont faites, tout est OK, il n'y a aucun problème avec ça, que ce soit des magnifiques W ou que ce soit malheureusement des M-top qui viennent casser tous les précédents lots parce que les ETF, on ne les verra pas tant que Gary Gensler sera en vie, vous avez compris un petit peu l'idée. Quel que soit le gagnant, que ce soit les boules ou les bears, le soufflet retombe toujours après le coup de sifflet final. Et c'est en ça qu'on dit généralement buy the rumor, sell the news ou sell the rumor, buy the news, tout simplement, quelle que soit la différence au niveau des flux et au niveau des tendances de marché. Généralement, c'est buy the rumor, sell the news dans des marchés haussiers et c'est sell the rumor, buy the news dans des marchés baissiers. On est plutôt haussier jusqu'à preuve du contraire sur des magnifiques timeframes notamment. C'est en ça qu'on peut continuer à jouer intensément les prolongations en mettant beaucoup de gens potentiellement du mauvais côté du play pour finalement se retrouver à venir retourner ce marché lorsque toutes les acceptations nous seront données. Voilà. Je vous laisserai réécouter cette plaidoirie et je pense que vous avez compris un petit peu l'idée et c'est pas si différent parce que c'est que de l'émotion finalement ce qu'on est en train de vivre actuellement. Donc le contre-coup, si vous voulez, de cette acceptation, le fameux contre-coup du coup de sifflet final, qu'on gagne ou qu'on perde, l'objectif, c'est toujours le même, c'est pas d'avoir raison, c'est de gagner, mais partez du principe que nos sensations ne seront pas bien différentes. Ok, et qu'est-ce qui se passe après ? On se remet au travail. Après la perte et la défaite de l'équipe de France de football en 2022, qu'est-ce qu'a fait l'équipe de France ? Elle s'est remise au travail. Elle a perdu, mais elle se remet au travail. Exactement la même chose pour les bears. Les bears vont peut-être perdre, on va peut-être aller chercher tous leurs stop vendeurs, mais au lendemain du coup de sifflet final de l'acceptation de l'ETF Bitcoin, ils vont se remettre au travail.
Parce qu'il y aurait une forme de certitude ambiante, comme quoi les boules ont gagné, et ça ne peut pas être différent. Et ben je vous le dis, c'est jamais différent. Et les bears finiront par reprendre la main sur ce marché. J'espère que je vous ai aidé. On passe juste là-dessus. Je trouve ça très intéressant par rapport au CME Group vis-à-vis de l'anticipation des opérateurs de marché sur l'augmentation des taux au niveau de la Fed. Bon, on ne peut pas faire mieux. Je ne sais pas si c'est un bug de la machine. Bon, bah 100%, 100%, 72%. Bon, grosso modo, les marchés ont définitivement acté le fait que nous avions le plateau et on attend tout simplement le point pivot. Je le rappelle, historiquement, le point pivot est généralement vendu par les marchés financiers. Pourquoi ? Parce que la Fed est souvent contrainte, voire toujours contrainte de pivoter. Donc si elle est contrainte de pivoter, c'est qu'il y a un truc qui s'est cassé dans la dynamique ou qui s'est cassé dans le marché. Ça peut venir de où vous voulez, le résultat ce sera toujours le même. La plupart du temps, le pivot est toujours synonyme de baisse du marché. Et probablement que Bitcoin n'en fera pas exception. C'est pas forcément à la minute, hein. C'est toujours la même chose. On peut avoir quelques jours, quelques semaines, parfois quelques mois de décalage, mais le résultat est souvent le même quand quelque chose se casse dans les marchés. Les opérateurs de marché, les institutionnels, les banques, la smart money cherchent toujours quelque chose, du cash. Voilà. Et généralement, ils vont chercher du cash sur les marchés les plus liquides. Liquide, marché action, potentiellement marché crypto. Et le problème des marchés crypto, c'est qu'en plus d'avoir une liquidité immédiate, c'est qu'il y a peu de liquidité sur ce marché. Donc, les mouvements sont violents, à la baisse comme à la hausse. On continue avec Truflation, puisqu'on a eu un très bon CPI. C'était donc avant-hier, mardi. Donc ça a bien été repris par le marché, bien perçu par le marché. On se retrouve sur 3% de neutralité. Donc on est quand même relativement encore éloigné à 33% des deux. Jusqu'à preuve du contraire, on est un tiers au-dessus. Est-ce que ça veut dire qu'on va continuer à conserver en fait cet effet de plateau aux alentours des 3% d'inflation, qui n'est pas une mauvaise chose, hein. C'est quelque chose qui est déjà particulièrement bas par rapport au dernier centenaire, j'ai envie de vous dire, hein. On a vécu depuis les années 70 une très forte inflation et ça se passait très bien. Je rappelle que l'inflation est un problème de pauvres et la déflation est un problème de riches, je vous l'avais déjà expliqué à plusieurs reprises. Partez du principe que la Fed restera bornée, comme la BCE, sur les 2%. Jusqu'à casser probablement quelque chose dans le marché. Ils sont comme ça. Quand ils disent quelque chose, ils vont jusqu'au bout, ils sont payés pour ça. Je vous le dis en toute franchise. Et quand ils vous disent « je prendrai mes responsabilités », ça n'existe pas les responsabilités dans le monde politique, tout simplement. Et dans les instances politiques et institutions politiques, prendre les responsabilités n'existe pas. Bon, ce qui est dit n'est plus à dire. Je vais finir par 5 news. 5 news extrêmement intéressantes. La première, c'est celle-ci. Elle m'a fait sourire, donc je voulais vraiment vous la partager. C'est The Cosbessy Later qui nous la propose. Les rendements annualisés des actions le lundi en 2023 a atteint un incroyable niveau de 72,7%. Il s'agit du meilleur retour lundi depuis la Seconde Guerre mondiale. Les vendredis ont également été formidables, avec un rendement annualisé de 53,9% en 2023. Le pire jour, le mercredi, à moins 31,1%, qui se trouve aussi être le jour des décisions de la Fed sur les taux d'intérêt. Moralité, le marché n'est pas grand fan de la Fed. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, grosso modo, si vous voulez jouer ce genre de choses, vous êtes 100% cash. Généralement, vous investissez pas le mardi, le jeudi, le mercredi et le jeudi, et vous prenez des plays le vendredi jusqu'au lundi. Et après, vous repassez cash, et en fait, il semblerait que c'est plutôt pas mal. Et d'ailleurs, ça relève quelque chose d'intéressant, c'est que je vous dis très souvent, lorsque le vendredi est vert, le lundi est plutôt vert, notamment du côté de Wall Street. Et quand les vendredis sont rouges, généralement, les lundis sont rouges. Ça dément, puisqu'il a été plus vert que rouge par rapport au vendredi, mais ça reste quand même assez prenant. Voilà, donc il semblerait que à Wall Street, le soleil se lève le vendredi jusqu'au lundi, et puis après, il y a quelques intempéries, et puis ça revient le vendredi et le lundi. Et je trouve ça très intéressant d'avoir cette forme de fractale, puisque quand on reprend le lundi matin, on a plein d'énergie, et puis Wall Street a beaucoup d'énergie, et plutôt à la hausse ici, les lundis, donc c'est assez intéressant, et ce, depuis le début de l'année 2023, mais c'est pas très différent de ce qu'on reprend année après année. Généralement, on voit bien que les ouvertures le lundi matin sont plutôt propices à aller chercher des actifs, et le vendredi aussi. Voilà, on finit bien la semaine, ça fait du bien à Wall Street quand on finit bien la semaine, voilà pour ça. Donc on évite ceci étant dit, ça veut aussi dire que c'est très intéressant de se positionner à l'achat le mercredi, puisqu'on prend des rebonds jusqu'au vendredi. Voilà, c'est aussi dans cette idée-là qu'on pourrait éventuellement l'entrevoir, mais
Faites vos recherches de votre côté, c'est pas complètement délirant. Deux petites news. On repart en France. Orpea, la dilution massive des actionnaires d'Orpea a commencé, tout simplement. Ce qui a permis d'effacer quoi? Une dette de près de 9 milliards d'euros avec une magnifique augmentation de capital. C'est ciao les actionnaires. Je vous le dis, c'est comme ça. C'est très intéressant d'acheter le sang, c'est très intéressant d'acheter la news, c'est très intéressant d'acheter la capitulation, c'est très intéressant jusqu'à ce que on passe en mode augmentation de capital. Voilà, c'est exactement ce que Atos a fait sur un premier coup, en tout cas c'est ce qu'il a annoncé. 1, c'est acceptable. 2, c'est tuer la boîte. Donc cette boîte va tout simplement être... je vais avoir un mot extrêmement fort, mais ce sera clairement le cas, écartelée et vendue en pièces détachées. Tout simplement. Oui, il y a du foncier, oui, il y a de la base patient, oui, il y a tout ce que vous voulez, oui, il y a des personnes qui sont dépendantes de Orpea, évidemment, mais l'image même de Orpea, sur un bouquin, a complètement été tuée. Tout simplement. Et les actionnaires, encore une fois, ne seront pas sauvés, comme ils le sont que très rarement. Voilà. Donc, on ne s'aventure plus là-dedans, on la laisse tout simplement mourir. Voilà. Donc, si vous aviez encore une idée d'aller chercher du Orpea, parce que le truc a été divisé par 200 l'espace d'un an, c'est terminé, et là, c'est clairement terminé. Hormis où on attend des structures. Et sur Orpea, il n'y a plus de structure depuis plusieurs mois maintenant, donc ça ne sert strictement à rien de s'y aventurer. Une bonne nouvelle également, Ubisoft se relance dans la blockchain en partenariat avec la plateforme Immutable. Vous pouvez éventuellement aller faire un petit peu de recherche fondamentale de ce côté-là. Malgré l'échec par rapport au NFT Quartz, Ubisoft réitère dans le Web.3, donc il continue et essaie d'embriquer, de s'intéresser, de pouvoir proposer des choses du côté des NFT, de la blockchain et du Web3, et c'est quelque chose de très très positif. J'attends toujours moi les résultats de mars, je ne sais toujours pas si Star Wars le jeu vidéo va sortir en mars ou en avril. Je rappelle que Ubisoft clôture son année le 31 mars, me semble-t-il, oui c'est ça, le 31 mars. Donc en fonction du jeu Star Wars et en fonction des résultats de d'ailleurs qui sera joué à la première personne, Avatar Pandora, le jeu vidéo, c'est dommage qu'il ne soit pas à la troisième personne. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont très attachés à la troisième personne. Ils expliquent pourquoi dans une news, mais je ne me rappelle plus pourquoi. Ce sera très clairement catalysé par rapport aux résultats de l'année 2023. C'est les gros jeux phares, Assassin's Creed plutôt bien perçu, alors que c'est un jeu qui n'a pas coûté très cher à Ubisoft, plutôt pas mal au niveau de la relance et de la dynamique de la franchise. Et c'est clairement Avatar et Star Wars. Si Star Wars sort au 1er mars, vous allez voir l'action qui va complètement décoller, mais s'apprécier, pas décoller, s'apprécier au niveau d'Ubisoft. Moi, j'attends pour en acheter soit plus haut, soit l'acheter beaucoup plus bas, et ce sera très clairement catalysé par rapport à ces AAA, voire quadruple A, parce que Avatar est considéré comme le premier quadruple A. Alors, vous imaginez à quel point la barre est haute, et vous imaginez bien à quel point on se fera un plaisir de dégommer Ubisoft si celle-ci ne répond pas, ou en tout cas aux promesses, si vous voulez, de Ubisoft qui nous a partagé sur ce quadruple A. On continue avec ça. Chasser le dollar, Disney refuse de céder Marvel et Star Wars à Netflix. Alors, céder Marvel et Star Wars à Netflix, ça ne veut pas dire le vendre. Évidemment. Ça veut dire proposer des contenus exclusifs au catalogue Disney+, notamment Marvel et Star Wars, à Netflix. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas le faire, mais ils ne vont pas le faire de façon automatique, si vous voulez, pour aller chasser ce qu'on appelle du dollar. Et effectivement, ça c'est clairement le PDG Boginger qui l'explique. Je ne m'attendrai pas à ce qu'on le permette à Netflix de se servir de nos licences phares. Celles-ci sont de toute évidence des avantages compétitifs pour nous et nous différencient des autres. Disney, Pixar, Marvel, Star Wars par exemple font tous de très très bons chiffres sur notre plateforme et je ne vois pas pourquoi nous ferions ça juste pour chasser quelques dollars alors que ces licences sont des fondations très importantes et présentes et des futurs de notre business à terme en streaming. Enfin, en termes de streaming, pardon. Exactement ce qu'il nous disait. En revanche, concernant les licences de DC, donc ça c'est le patron, c'est David Zaslav, le patron de DC Comics, etc., côté Universal, nous explique qu'il va permettre, de façon très périodique, entre 3 et 6 mois, de proposer des licences notamment à Netflix. Et je lis, nous gardons toujours ces films sur notre plateforme, mais nous avons le set complet de ces contenus. Les gens peuvent ainsi revenir pour voir le bouquet total de DC et dans un seul endroit pour le faire de chez nous. Je pense qu'on fait un très bon travail, mais comme je l'ai mentionné, il y aura toujours des films que vous ne verrez jamais ailleurs parce qu'ils nous appartiennent. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas éventuellement pour
gagner qu'un petit peu d'argent, de le balancer à Netflix. Attention, ça ne veut pas dire complètement céder, parce que là, ce sera clairement pricé par le marché. Soyez complètement convaincus à ça. Donc c'est très positif, c'est surtout très positif pour Netflix, parce qu'ils ont le chéquier qui est extrêmement épais. Voilà ce que ça veut dire, et l'action s'en fait ressentir depuis les dernières structures de marché, c'est clairement ce qu'on vise. Si vous regardez sur Netflix, vis-à-vis de Orpea, Netflix a fait ses structures, Orpea ne les a clairement pas faites. Je continue avec Blockchain, qui lève 110 millions de dollars, mais divise sa valorisation par deux. Blockchain.com, c'est un exchange londonien, anglais, qui était très bien valorisé il y a encore quelques mois, quelques années en arrière, et aujourd'hui il a vu sa valorisation divisée par deux au niveau de cette levée de fonds. Ça veut dire que si ça avait été valorisé, je vais dire une bêtise, 10 milliards de dollars, ils avaient levé je sais pas combien de millions de dollars, aujourd'hui ils lèvent 110 millions sur une valo divisée par deux, donc 5 milliards de dollars. C'est bon, mais sans pour autant être positif. C'est pas positif parce qu'ils n'ont pas réussi à croître et à proposer des promesses. C'est positif quand même parce qu'ils ont réussi à lever de l'argent, notamment sur les actionnaires historiques. Ça veut dire qu'ils y croient encore, et ça c'est très très bon. Les grands gagnants de l'histoire, si ça fonctionne, qui sait, ce sont les VC. Encore une fois, et encore et toujours. Tout simplement. Toujours calculé par rapport à la valorisation de la boîte. Donc la valorisation est quand même belle, on va pas se mentir, mais elle est 2 fois en deçà de ce qu'elle ne l'était encore en 2022, début 2022. Donc oui, effectivement, Terra Luna, ça aide pas, Celsius, ça aide pas, et FTX, ça aide pas. Mais très positif, et je suis très heureux de voir encore une des plus belles levées de fonds de l'année 2023, notamment du côté blockchain, avec plus de 110 millions de dollars qui ont été levés. C'est ça, blockchain.com pour information, c'est un exchange londonien qui n'a d'ailleurs pas, me semble-t-il, traduit en français, donc on n'en parle que très très peu. Et ils n'ont pas les PSAN, etc. Disney Pinnacle. On parlait de Disney, ça me permet de faire un rebond là-dessus. Que savons-nous sur cette mystérieuse collection d'NFT propulsée par Dapper Labs? Bon, on n'en sait pas beaucoup. Je vous rappelle que Disney Pinnacle, ce sont les petits badges en fait qui sont distribués généralement dans les parcs d'attractions et des parcs à terme de Disney. Donc ça peut avoir éventuellement du sens, parce que beaucoup, vous savez, sont collectionneurs de pins, c'est ça qu'il faut le dire, ce sont des pins en fait. Est-ce que c'est intéressant d'aller y mettre son nez? Est-ce que c'est pas intéressant d'aller y mettre son nez? En fait, c'est super intéressant d'un point de vue global pour aller chercher des relais de croissance, notamment du côté de Disney. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement positif dans le Web.3. Ils ne se refusent rien. Ils multiplient les partenariats Disney. Et ça, c'est très positif. Et le dernier gros partenariat qu'ils avaient fait, notamment, c'était en 2021, c'était avec VV. VV qui est directement corrélé par rapport à OMI, par rapport au token natif, transactionnel, pour pouvoir échanger des NFT, etc., ou acheter des NFT sur VV. Eux, ils ont beaucoup de licences, ils conservent encore ces licences au niveau de Star Wars, au niveau de Marvel, au niveau de tout ça, notamment côté plutôt des books, si vous voulez, des BD. Eh bien, il faudrait peut-être aller regarder si Disney continue à alimenter des catalogues NFT de par des moyens divers et variés, des books, des films, des photos, des badges, des statuettes numériques ou des pins, et c'est toujours très intéressant parce que ça prouve également qu'ils vont continuer très probablement à le faire dans le futur. À ce moment-là, je pourrais éventuellement vous inviter à aller chercher du côté de Homie, et Homie, donc le jeton natif au niveau de VV pour pouvoir utiliser la plateforme qui est à ses plus bas niveaux historiques depuis son lancement. Historique, ça fait quand même sacrément flipper côté Comi. Aujourd'hui, ça vaut plus rien ce truc, ça vaut quoi? Ça vaut 164 millions de dollars de market cap, donc plus personne n'en parle, tout le monde s'en fiche, c'est pas sur Binance, c'est sur quand même quelques échangeurs. Donc je vous inviterai éventuellement, si toute cette narrative-là de NFT et que vous pensez qu'il y a un réel potentiel pour pouvoir aller chercher de la valeur externe, organique, si vous voulez, par rapport à différentes licences, notamment comme Disney, comme Pixar, ou comme DC Comics, comme Universal, comme Warner Bros, ou comme d'autres, et ça peut être extrêmement pertinent. D'ailleurs, j'ai dit Universal, mais je crois que c'est Warner Bros, DC Comics, excusez-moi là-dessus. C'est Warner, c'est pas Universal, c'est pas Discovery. Bref, c'est pas très très grave. Matrix, Warner Bros, c'est Matrix également. Pardon, j'ai fourché, me semble-t-il, là-dedans. J'ai un doute, je m'en mêle les pinceaux, mais bon, tout va bien dans le meilleur des mondes, il n'y a pas de problème. Je réfléchis. Non, Warner Bros, c'est quasiment sûr que c'est Matrix, c'est quasiment sûr, oui. Warner Bros, c'est également DC Comics. Bon, vous me mettrez dans les commentaires si je dis des bêtises. Excusez-moi si je vous ai offusqué. Ça arrive. Attendez, les structures.
sur Ecomi, et je pense que moi personnellement j'y mettrai, et je l'attends depuis relativement longtemps, hein, c'est magnifique structure, mais c'est relativement baissier, et ça continue à être baissier. Le jour où ce truc commence à reprendre de la valorisation organique de par les partenariats, ou de par tout ce qu'ils peuvent proposer dans un futur très éloigné, parce que lorsqu'on s'expose sur ce type de projet NFT, etc., ben on est plutôt dans la collection, oui dans le trade, mais aussi dans la collection et surtout dans la possession, et ben c'est des choses qu'il faut regarder sur 5, 10, 15, 20 ans, voire 30 ans. Et j'attendrai, moi, des magnifiques structures, et pourquoi pas laisser courir de l'OMI pendant 10 ans. Ça peut être très intéressant d'aller décrocher 0,5 ou 0,2% du capital sur du très très long terme sur ce type de token, si celui-ci venait à proposer un contenu supplémentaire. Et en parlant de contenu supplémentaire, Avatar, il fait partie notamment, et donc on continue. Donc ça veut encore dire, une fois de plus, que ça bosse derrière. Et c'est clairement ce qu'il faut regarder, et sur lequel il faut s'intéresser. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. 30 minutes pile. On se retrouve avec les académiciens à midi, et pour tous les autres, demain, dans le live des rois du Bitcoin, 12h30. Ciao.